Je me présente, je m'appelle Jean-François Allaire, je suis coordonnateur de l'axe développement des communautés à l'Institut. L'Institut, c'est une désignation des fonds de recherche puis du ministère de la Santé au CIUS et dans cet institut-là, donc c'est le CIUS qui est un institut universitaire de première ligne, il y a une équipe qui pilote la désignation duquel je fais partie et qui regroupe au total, 60-70 chercheurs, je ne sais plus exactement à combien on est rendu, provenant là, de 6 universités québécoises et même d'une université française. C'est ça, donc dans le cadre de ce midi-conférence-là, de notre programmation de midi-conférence de l'automne, on va vous présenter le résultat d'une étude qui a été menée par Pierre-Olivier Paradis et Noémie Vien, qui, à l'époque, étaient étudiants à l'Université Bishop en psychologie. Maintenant, tous deux rendus au doctorat en psychologie, Noémie à l'UQTR et Pierre-Olivier à l'Université de Sherbrooke. Et également, là, Claude Charpentier, qui était leur prof qui les encadrait à l'Université Bishop, Kéra Beladian qui a participé. Et ça donne que moi aussi, j'ai participé à cette évaluation-là. Également, on a aussi des personnes qui se joignent en lien avec Cinémoi spécifiquement, Malika Badjaj, Nathalie Platte, qui sont des personnes qui ont initié Cinémoi. Donc, je suis bien content qu'elles puissent être là aujourd'hui. Puis je leur donnerai la parole après la présentation de Noémie et de Pierre-Olivier. Sans plus tarder, je vous laisse là avec, je pense que c'est Noémie qui va commencer et après ça, Pierre-Olivier pour présenter ce midi-conférence-là sur l'évaluation de Cinémoi. Donc, dans le fond, c'est quoi et qu'est-ce que ça donne, Cinémoi? À vous, Pierre-Olivier et Noémie. Peux-tu le mettre en plein écran, PO? Voilà. Oui, comme ça. Parfait. Donc, bonjour à tous. Pierre-Olivier et moi-même, on est vraiment contents de vous accueillir aujourd'hui puis de pouvoir enfin vous présenter les résultats de notre recherche. Donc, comme le titre l'indique, c'est un projet de médiation culturelle utilisant le cinéma pour parler de santé mentale. Donc, comme Jean-François l'a dit, ça a été débuté dans le cadre de notre thèse d'honneur à l'Université Bishops au cours de notre baccalauréat en psychologie. Et on a fait ça en collaboration avec Claude Charpentier, Jean-François lui-même et Kéra Belabjian, qui sont tous membres de l'Institut. Donc, en premier lieu, j'aimerais peut-être débuter la présentation en vous donnant une définition de la médiation culturelle, qui est encore une pratique, je dirais, peu connue. Et puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant notre recherche qui porte sur l'évaluation du Cinémoi. Le Cinémoi, c'est une initiative communautaire de Sherbrooke qui allie cinéma et santé mentale. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la médiation culturelle? Située à l'interstice du social et du culturel, la médiation culturelle mise sur le pouvoir des arts et de la culture dans leur propension à apporter du changement dans la société et dans la vie sociale des personnes, notamment des plus vulnérables. Donc, les pratiques de médiation culturelle, ça s'incarne dans des activités et des projets, autant artistiques ou culturels, qui misent sur la participation pour stimuler la rencontre des citoyens et des publics avec une diversité d'expériences. En fait, il y a 3 éléments essentiels qui sont connus pour caractériser les pratiques de médiation culturelle. On retrouve la participation, l'expression et le changement. Donc, en premier lieu, la médiation culturelle, ça va demander une participation active des personnes qui sont engagées dans un processus qui est dit collectif. Ensuite de ça, ça va également favoriser une diversité d'expression, de formes de création. Ça inclut les arts, mais toutefois sans s'y limiter. Et puis finalement, en visant l'amélioration des conditions de vie de ces participants, c'est une pratique qui agit également comme un levier de changement, autant au niveau individuel, social que collectif. Donc, sa finalité vise moins l'œuvre artistique ou culturelle, mais plus la relation entre les personnes et des institutions qui autrement ne se seraient pas côtoyées. Donc, c'est vraiment la rencontre, l'échange, la reconnaissance qui sont au cœur des pratiques de médiation culturelle. Ces pratiques-là, ils ont plusieurs objectifs.
Entre autres, on voit ici là, améliorer l'accès ou la fréquentation aux événements culturels et artistiques, promouvoir la participation citoyenne par le fait même la création de liens sociaux, favoriser la réalisation de son plein potentiel et promouvoir le bien-être individuel ainsi qu'une meilleure qualité de vie. Donc, en utilisant les arts visuels, entre autres le cinéma, pour attirer, connecter, éduquer ses participants, le cinéma, ça représente une pratique de médiation culturelle. Donc, c'est vraiment un croisement entre un club de lecture, un club de cinéma et une série de conférences sur la santé mentale qui se produit environ une fois par mois. Donc, c'est vraiment dans un échange entre le public, un invité expert et une psychologue, Nathalie, que des thèmes tirés d'un film vont être abordés, souvent faisant écho là, à des enjeux reliés à la santé mentale. Donc, la particularité de l'événement, ça se retrouve chez les experts qui vont avoir une approche symbolique par l'utilisation du film, de l'image, mais aussi une prise de parole qui est non pathologisante, non médicale, plus inclusive. Donc, l'objectif de l'initiative, ça va être de produire un changement culturel dans la manière d'aborder, en fait, le sujet de la santé mentale, puis, ultimement, d'augmenter là, le bien-être individuel des gens qui participent à l'événement. Actuellement, on a en fait très, très peu d'informations là, sur la manière dont l'utilisation de l'imagerie symbolique qui est déployée au sein d'une pratique de médiation culturelle comme le cinéma, puis plus spécifiquement en lien avec la santé mentale, peut venir contribuer là, à un changement dans le bien-être psychologique. Ce qu'on voit toutefois dans la littérature, c'est que les émotions et les réflexions qui sont suscitées là, par le contenu des films va vraiment, puis ensuite de ça, même l'identification en fait au personnage, tout ça, ça va être lié à plusieurs avantages qui peuvent tous venir améliorer là, le bien-être au niveau psychologique. Il a même été démontré en fait que les programmes artistiques communautaires pouvaient favoriser là, à la fois le bien-être des participants et leur inclusion sociale. Donc, à la base de toutes ces informations-là, nous, on était portés à croire là, que le cinéma aurait vraiment le potentiel de produire des effets similaires chez ses participants. Pierrot, je t'invite à changer encore une fois. Voilà. Donc, le but de notre étude, c'était vraiment de mener une évaluation de programme du cinéma en mettant en lumière l'impact de l'initiative sur le bien-être psychologique de ses participants. Donc, notre question, c'était comment le cinéma va avoir un effet sur le bien-être psychologique de ses participants. Plus précisément, nos questions plus particulières, c'était vraiment de savoir quelles sont les relations entre les différents effets proximaux et intermédiaires qui sont produits par une participation au cinéma et ensuite comment ces effets allaient contribuer à l'amélioration du bien-être psychologique des participants, donc ultimement les impacts à plus long terme. Juste pour vous situer un peu, en fait, les effets proximaux, ça concerne vraiment les résultats auxquels on peut s'attendre après avoir participé à un seul cinéma. Donc, c'est des effets qui se produisent à court terme, puis sont censés se produire là, pendant l'événement lui-même ou juste après. Ensuite de ça, les effets intermédiaires, eux, ça concerne les résultats qui peuvent survenir après avoir fait plus qu'un cinéma. Ils vont s'appuyer sur les effets proximaux, puis ils vont également être possibles grâce à eux. Donc, ensemble, ces deux types d'effets-là vont former plusieurs chaînes qui vont mener aux impacts escomptés. Les impacts, généralement, sont atteints à plus long terme, donc après plusieurs participations au cinéma. Ensuite, je voulais simplement, là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'évaluation de programme, vous décrire un peu ce que c'est. Donc, Funnell et Rogers disent que c'est une théorie explicite de la façon dont une intervention est censée contribuer aux résultats attendus ou observés. En général, ça comprend une théorie de changement que nous, on appelle la TOC. Et ça vient vraiment décrire les processus centraux par lesquels le changement se produit pour les gens qui sont impliqués dans le programme, donc dans ce cas-ci, dans le cinéma. Ça vient vraiment mettre en lumière là, tous les effets qui se produisent par une participation. Donc, nous, la collecte de données, elle va servir à venir affiner cette théorie-là de toutes les chaînes d'effets, puis à venir recueillir, bien évidemment, des preuves sur l'efficacité du programme.
Donc, nous, pour débuter l'évaluation du cinéma, puis construire notre théorie de changement, notre TOC, on a fait une activité de réflexion avec les membres de l'équipe de recherche, puis les fondatrices de l'événement, donc Malika et Nathalie, pour vraiment venir comprendre plus en profondeur ce que c'était vraiment le cinéma. Donc, on a recueilli des réponses aux questions suivantes. Donc, par exemple, comment se définit l'activité, dans quel contexte le cinéma a vu le jour, quel est le public cible de l'initiative, c'est quoi la définition du bien-être psychologique selon les fondatrices et quelle est leur compréhension de la chaîne d'effets découlant de l'initiative qui pourrait mener à un plus grand bien-être psychologique? Ensuite, on a regardé quelles sont les stratégies utilisées pour optimiser ces effets. Puis finalement, on s'est demandé quels sont les résultats observés depuis le début du cinéma, donc avant le début de l'évaluation. Donc, cette première étape-là, ça nous a permis de créer une première théorie de changement, une TOC, qui était vraiment hypothétique, donc basée sur l'activité de réflexion, les réponses qu'on a obtenues, puis notre recherche dans la littérature. Donc, c'est vraiment ce que vous voyez en arrière-plan ici, très complexe. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais c'est vraiment là ce qui est ressorti là, au début, vraiment notre TOC préliminaire qu'on devait ensuite venir confirmer là, ou infirmer. Donc, ce qu'on voit à la base en bas, c'est les stratégies d'action. Et puis, on part vraiment là, en bas aux effets proximaux à plus court terme pour ensuite aller aux effets intermédiaires jusqu'en haut aux impacts. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les quatre en fait, stratégies d'action qui se retrouvent à la base, c'est vraiment ça qui va permettre en fait les chaînes d'effets de se produire. Donc, j'ai noté ici dans le coin, vous voyez les quatre stratégies d'action. On a par exemple la création d'espaces d'échange et de discussion avec psychologues et experts en lien avec la santé mentale. Deuxième stratégie, des experts qui adoptent une approche existentielle, un langage non pathologisant, non médical, non paternaliste. Ça va viser la diminution de la symétrie expert-individu et on va également accompagner les participants dans un cheminement psychique. Ensuite, on a la création d'un espace sécurisant par l'entremise d'échanges qui est centré sur les symboles, les images, puis aussi les émotions qui sont ressenties en lien avec le mal-être des personnages, donc l'identification des gens aux personnages. Finalement, on a la création aussi d'un espace qui est rassembleur par le visionnement collectif des extraits de films, les discussions qui en découlent, le partage de nourriture quand c'est permis, puis la transposition d'éléments du film dans la salle. Donc, tout ça pour créer là, une expérience des plus immersive. Donc, je répète, c'est vraiment grâce à ces stratégies d'action qui sont mises en place en fait par l'équipe que les effets peuvent alors se produire. Donc, ensuite de ça, bien, en fait, nous, puisque l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'impact des activités cinéma sur le bien-être psychologique des participants, c'est important là, de définir ce concept-là dans le contexte de la médiation culturelle et aussi comme il a été utilisé là, dans le cadre des études sur la médiation culturelle. Donc, on a identifié 6 composantes qui, regroupées ensemble, constituent pour nous notre définition du bien-être psychologique. Et ultimement, c'est aussi les impacts attendus. Donc, les impacts qu'on s'attend à ce que les participants atteignent, en fait, après plusieurs participations au cinéma. Donc, on retrouve un sentiment d'inclusion et d'appartenance à sa communauté, un sens de contrôle sur sa propre vie et son environnement, un sentiment d'autodirection et but dans la vie, l'acceptation de soi, l'accroissement des connaissances en lien avec la santé mentale, une vision plus empathique et bienveillante de la souffrance humaine. Donc, c'est vraiment là, ce qu'on recherchait ultimement là, chez les participants qui ont fait plusieurs cinémas. Et c'est pour nous là, ce qui caractérise le bien-être psychologique. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Olivier. Je ne sais pas si c'est ton son qui est bloqué. Désolé, j'ai vraiment des problèmes techniques aujourd'hui avec mon écran. Je perdais mon curseur. Je vais ouvrir la présentation. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Non, moi, je la vois maintenant. Oui, OK, super. Désolé pour toute la confusion que ça crée. Donc, on va passer maintenant à la section là, sur la méthode ou les méthodes qu'on a utilisées. Donc,
nous avons eu recours en fait à deux manières pour collecter nos données. Premièrement, durant l'événement, on a observé les individus qui participaient au cinéma en virtuel et en présentiel. Puis deuxièmement, on a organisé des groupes de discussion et des entrevues individuelles après chaque cinéma. Et chacune de ces entrevues et ces groupes de discussion étaient composés de participants différents. Au final, on a eu la chance de rencontrer un total de 18 participants qu'on a pu ensuite identifier comme étant des participants donc dits réguliers ou des participants ayant participé à au moins 5 ou plus des cinémas. Et les autres étaient classés comme des participants non réguliers ayant participé à 4 ou moins cinémas. Donc, notre collecte a débuté le 5 décembre avec le film I, Daniel Blake, qui était en mode virtuel, et a pris fin en mi-juin avec la tenue des derniers groupes de discussion. Au niveau de l'observation, lorsque le format du cinéma était uniquement en mode virtuel, Noémie et moi étions présents en virtuel pour observer le déroulement de l'activité et les participants. Puis, lorsque la participation était en hybride pour les 3 derniers cinémas observés, l'un de nous y assistait en présentiel alors que l'autre restait en mode virtuel. Vous pouvez ici voir 3 des questions utilisées durant nos échanges avec les participants. Donc, les composantes de la théorie de changement préliminaire ont vraiment servi de point de départ à la conception du guide d'entretien, qui cherchait à orienter des discussions avec les participants dans le sens des effets attendus. Comme j'y reviendrai dans les prochaines diapositives, la conception de la théorie de changement était vraiment un processus itératif dans lequel les données recueillies servaient à réévaluer le contenu de la théorie. Ceci dit, bien qu'aucune modification ait été apportée au guide d'entretien au travers de notre processus, la pertinence de son contenu a été évaluée tout au long du projet de recherche. Comme vous pouvez voir, les questions étaient beaucoup centrées sur l'expérience propre des participants, comme comment s'est déroulée votre première participation au cinéma, que pensez-vous de l'utilisation du cinéma et de l'image pour parler de la santé mentale, et selon vous, est-ce que l'activité cinéma peut avoir un impact sur la vie quotidienne des gens qui y participent plus fréquemment, et si oui, de quelle façon? Et donc, vous l'aurez deviné, la méthodologie employée pour l'évaluation du cinéma était de nature qualitative. En plus des rapports d'observation qu'on a pu faire, on avait procédé à l'enregistrement des discussions de groupe et des entrevues pour ensuite en faire des verbatims, ce qui nous a permis de mettre en œuvre une stratégie d'analyse thématique pour le corpus de données. Les thèmes dégagés ont ensuite servi à confirmer ou infirmer des aspects de la théorie de changement initiale pour pouvoir la modifier et s'assurer qu'elle soutienne vraiment et qu'elle soit soutenue en fait par ce que les participants nous rapportaient. Suivant la thématisation du corpus de données, il y a eu 5 grands thèmes qui sont ressortis. Ces thèmes, présentés d'une manière reflétant l'ordre d'importance donnée par les participants, offrent un aperçu plus approfondi de l'expérience de la participation au cinéma, en regroupant les effets inscrits à différents niveaux de la théorie de changement. Donc, le premier thème, qui était le plus souvent illustré dans les propos des acteurs rencontrés, est lié à la nature sécurisante de l'espace créé au cinéma, permettant aux participants d'échanger avec les animateurs et les autres participants de manière active, libre et sans jugement, à propos des enjeux soulevés. Le deuxième a trait au rôle des éléments cinématographiques pour aborder des sujets et les enjeux sur la santé mentale. Le troisième se rapporte au changement dans la perception de sa propre santé mentale au niveau de la compréhension de soi-même, de ses capacités réflexives, émotionnelles et décisionnelles, et de l'acceptation de soi-même. Le quatrième traite des changements dans la perception de la santé mentale en général, découlant d'une meilleure connaissance de ces dimensions, de leurs enjeux et de leur signification. Et finalement, le dernier thème traite du désir de prendre part dans la vie sociale et culturelle de son milieu de vie. Donc, comme vous l'aviez vu plus tôt avec la théorie de changement préliminaire, ici, la thématisation des données a permis à la révision de cette théorie-là pour pouvoir en avoir un format plus final. Et donc, cette théorie de changement est composée de 2 chaînes d'effets distincts. Ici, on voit la première partie de la première chaîne. Mais dans les 2 cas, la façon d'interpréter le diagramme est, encore une fois, de débuter au bas avec les stratégies d'action, de suivre les flèches entre les différents effets, puis d'être mené, dans le fond, à des impacts à plus long terme qui vont être présentés juste après ces sections de la chaîne de changement. Mais avant de se rendre aux impacts, la première chaîne d'effets part des 4 stratégies décrites plus tôt par Noémie. De ces stratégies, par la suite, découlent en premier lieu les effets proximaux, par exemple liés au deuxième thème, qui était le rôle évocateur du cinéma. Les données recueillies supportent la place d'effets proximaux tels que la solidarisation, l'identification et l'attachement avec les personnages, l'expérience de moments affectifs lors du visionnement de films ou d'extraits, et la création de liens avec son propre vécu. Puis, qu'est-ce qui était génial, c'est qu'on avait des extraits de verbatim à vous présenter aujourd'hui qui peuvent vraiment exprimer avec plus de clarté que ce que nous on dit certains des effets proximaux. Donc, j'en ai un ici qui va comme suit.
je trouve que c'est une approche en douce qui ne va pas frapper les résistances des gens. C'est qu'en douce, ça touche l'imaginaire et oups, ça peut faire un lien avec quelqu'un sans le heurter dans ses résistances. Et donc, cet effet proximal-là a vraiment lien avec celui qui était de la distance idéale entre le vécu des participants et l'émotion évoquée par les vécus des personnages, comme vous pouvez voir là, un peu au milieu de l'écran. Là, je n'ai pas mon pointeur, malheureusement, pour pouvoir l'indiquer. Mais non, c'est ça. Désolé, mon pointeur ne fonctionne toujours pas. Donc, par la suite, les effets proximaux mènent à des effets intermédiaires, et c'est toujours dans la première chaîne d'effets. Donc, continuant l'exemple du deuxième thème, on peut voir au bas à droite deux effets intermédiaires qui sont liés au premier que j'avais discuté. Donc, en premier lieu, il y a l'intégration du symbolisme comme outil d'analyse et de compréhension dans son quotidien. Puis, ça mène, par l'entremise d'effets rattachés aux autres thèmes, à une meilleure compréhension de son vécu par la réhabilitation d'états affectifs, qui est causée, entre autres, par l'adoption d'une nouvelle perspective en voyant quelqu'un d'autre, un personnage, vivre quelque chose de similaire. La deuxième chaîne d'effets a comme point de départ la quatrième stratégie d'action et traite en grande partie, mais pas exclusivement, du cinquième thème, le désir de prendre part dans la vie sociale et culturelle de son milieu de vie. Bien que le moins présent dans le corpus de données, quelques participants rapportaient que c'était l'une des forces du cinéma. Notamment, l'une des participantes nommait très clairement cette perspective lorsqu'elle disait que, et là encore une fois, c'est une citation, il y a toujours des gens de plusieurs cultures et dont la lecture mène à des interprétations différentes. Moi, je ne l'aurais pas lu comme ça à travers ma culture. Un autre lit la scène d'une autre façon. Ça, je trouve ça vraiment une grande richesse. Et donc, certains effets proximaux ont été supportés par les paroles des acteurs rencontrés, comme par exemple la série d'effets à droite du diagramme présenté. Ici, on parle de découvertes communautaires supportant l'ouverture et un rapprochement interculturel, suivi de découvertes culturelles grâce à la participation au cinéma. Et ces effets proximaux, encore une fois, mènent à quelques effets intermédiaires, comme l'ouverture envers diverses perspectives, supportant par la suite le désir de s'impliquer dans sa communauté et dans les activités de groupe. Bon, en d'autres mots, une participation sociale. Donc, finalement, dans les deux cas, là, pour les deux chaînes d'effets, on voit ensuite les effets intermédiaires, les impacts qui suivent les effets intermédiaires. Donc, l'analyse des données a permis de cerner 4 impacts, alors qu'initialement, notre théorie de changement préliminaire en contenait 6. Et en fait, les 6 impacts, comme vous pouvez les voir, ressemblent vraiment aux dimensions du bien-être psychologique que Noémie avait discuté un peu plus tôt. Les 3 premiers impacts, donc l'accroissement des connaissances en lien avec la santé mentale, le développement d'une vision plus humanisante et empathique envers autrui, et un sentiment d'acceptation de bienveillance envers soi, découlent de la première chaîne d'effets, alors que le quatrième, un sentiment d'inclusion et d'appartenance dans sa communauté, relève de la deuxième chaîne. Au final, par contre, bien que 2 des 6 impacts initiaux n'aient pas été supportés, il n'en reste pas moins qu'une amélioration du bien-être psychologique a pu être observée suivant la participation au cinéma de par les 4 impacts retenus. Et comme vous pouvez vous en douter, la COVID a eu un impact sur les participants du cinéma. Par contre, ceci expliquait que tout n'était pas mauvais. Le mode en virtuel permettait les participants d'être présents à distance malgré les mesures de confinement. Oh. Désolé, encore une fois, problème technique. Donc, ça, le mode virtuel permettait à la participation à distance malgré les mesures de confinement. Puis, ça a été nommé par la très grande majorité des participants qui expliquaient préférer pouvoir être en virtuel que de ne pas pouvoir participer au cinéma du tout et de devoir l'annuler. De même, certains participants qui habitaient dans des régions plus éloignées pouvaient prendre part au cinéma sans devoir se déplacer jusqu'à Sherbrooke, ce qui était un très grand avantage. Au niveau de l'engagement, certains participants ont expliqué avoir une préférence pour intervenir via le clavardage par l'application Zoom. Donc, le mode virtuel a donc, entre autres, donné la chance à certaines personnes de prendre la parole et de participer activement sans devoir le faire de vive voix devant nous. Mais évidemment, la COVID a aussi eu quelques impacts négatifs sur le cinéma. Donc, les acteurs expliquaient aussi être moins engagés dans l'activité du fait que tout se passait devant un écran. Et par contre, malgré que, comme je disais, certains aimaient le fait de pouvoir participer au lieu de ne pas participer du tout si c'était annulé, il y avait quelques acteurs qui expliquaient que de participer via Zoom nécessite une certaine habileté avec la technologie, ce qui prenait la forme d'une barrière. Donc, de même pouvoir y aller via le clavardage représentait un enjeu qui parfois les empêchait de prendre part à l'activité. C'est envisageable que les effets observés, par contre, soient plus marqués
Pour ceux qui avaient eu l'opportunité de participer en groupe avant l'événement de la COVID, donc directement au cinéma et non uniquement devant leurs écrans. Et finalement, on aurait souhaité avoir un plus grand nombre de participants pour nos groupes de discussion et nos entrevues individuelles, particulièrement pour ce qui est des participants dits réguliers. Donc, vous vous souviendrez, ceux qui ont participé à plus de 4 cinémois. Le nombre de participants réguliers actuel n'est pas assez élevé pour détecter de manière adéquate les effets à moyen et à long terme observés. Avant de terminer, on aimerait par contre donner un dernier remerciement aux participants, aux médiateurs culturels et ainsi qu'aux personnes associées au fonctionnement et à la coordination du cinéma pour tout le temps et la générosité offerte, sans quoi l'évaluation n'aurait certainement pas pu être réalisée. Et un merci tout spécial à Nathalie et à Malika et à l'équipe du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke pour leur collaboration, leur support et leur aide dans la réalisation du projet. Ça a été grandement apprécié et on s'est senti particulièrement supporté tout au long du projet. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, la présentation là, va pouvoir vous être envoyée, tout comme, là, c'est ça, je vous ai mis dans le chat, mais vous allez recevoir un courriel aussi avec le lien vers notre chaîne YouTube avec quand la vidéo va être mise en ligne. Oui, Noémie, tu voulais aussi dire un petit quelque chose? Oui, ben simplement vous dire là, qu'on ne pouvait pas passer tout notre temps à vous démontrer les effets qu'on a perçus, les effets proximaux intermédiaires. Fait que si vous retournez dans le rapport qui est sur le site, on a vraiment là, toute la chaîne d'effets qui est présentée en détail là. Donc, vous allez vraiment prendre plus connaissance en détail là, des effets qu'on a recueillis, là. Donc, merci, oui, Noémie, en effet. Puis c'est ça, pour plus de détails, vraiment, dans le rapport, il va y avoir tous ces détails-là. Également, là, dans le chat, on me demandait là, pour recevoir la vidéo. Et oui, ça va être possible de la recevoir sans problème. On l'envoie à tous les participants, toutes les personnes qui étaient inscrites. Et c'est disponible là, sur notre chaîne YouTube de l'Institut. Donc, disponible publiquement. Et peut-être que je donnerais la parole, je ne sais pas si Malika est là, mais je vois Nathalie au moins. Donc, Nathalie, Malika, je ne sais pas si vous aviez des réactions par rapport à ce que PO et Noémie vous ont présenté. Oui, Malika est là. Ah, moi, je vais être bref. J'étais vraiment. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais ça juste remercier toi, Jean-François, vraiment pour l'écoute et l'accueil la première fois quand je suis allée, Nathalie et moi, vous voir. Vous avez dit oui tout de suite. Nous, on aimerait aller vraiment chercher des professionnels pour aller chercher un peu le pouls du public. Est-ce que vraiment on fait les bonnes choses? Et là, c'était tout de suite. Je remercie le professeur Claude Charpentier, Pierre-Olivier, Noémie pour votre présence, votre engagement. Vraiment, vous êtes fantastique dans cette petite aventure que vous avez partagée avec nous. Et je suis vraiment super contente, vraiment je ne vais pas parler au nom de Nathalie, elle va prendre la parole. Je suis vraiment super contente quand même que vous allez intellectualiser, mettez le mot sur ce que nous, qu'on fait avec notre grand cœur comme organisation qui est le FCMS. Notre but, c'est toujours dans toutes nos activités, et je sais que notre cinéma, c'est l'activité vedette, c'est créer les espaces pour que les gens peuvent échanger pour tous les enjeux. Et j'en profiterai aussi pour dire, nous, on est allé par soit des raisons personnelles, soit des raisons vraiment, toutes sortes de raisons, Nathalie et moi, pour créer ce beau projet. Et la COVID, elle est venue vraiment venir nous dire, vraiment mettre la lumière sur l'enjeu de la santé mentale qui était un peu vraiment négligé, qui n'était pas amené à l'espace public, qui était vraiment tabou. Nous, on avait comme été avant-gardistes et qu'on voulait, avec la manière extraordinaire de Nathalie aussi, et on était comme avant-gardistes pour vraiment de mettre tout ça de l'avant. Je suis vraiment fière et je remercie l'équipe, et vraiment cette aventure-là, ça ne serait pas possible, et elle va continuer sans des gens de cœur qui nous entourent. Et on a déjà des petites nouvelles. Je sais que Catherine Hibert, comme organisatrice communautaire, elle est là. On a déjà des projets pour exporter le cinéma dans des régions, dans des municipalités, et on a des nouvelles à vous donner très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Pardon, Malika. Est-ce que ce serait sur votre site web? J'imagine que ces nouvelles-là vont sortir en étant abonné à l'infolettre. Oui, c'est tout à fait ça, oui.
C'est parfait. Donc, vous êtes avertis. Et je vous invite le Oui. 29 janvier. On va diffuser le prochain cinéma et qui va être vraiment tourné au Baobab, mais elle va être virtuellement. Et oui, étant donné les limites sanitaires actuelles, mais au moins le Baobab en termes d'infrastructure va permettre d'avoir un feeling un peu naturel plutôt que dans une maison. Donc, Nathalie, veux-tu réagir, poursuivre sur la lancée de Malika, Oui, puis prendre une autre vraiment. lancée? Ben non, je vais continuer sur ce qu'elle a dit. Moi, je suis émue là, depuis le début de votre présentation, Pierre-Olivier, Noémie. Pour plein de raisons, parce que c'est comme l'aboutissement d'un long travail, puis je partage votre émotion d'étudiant et hein, c'est long, ces travaux-là, puis j'ai l'impression que là, bon, on arrive au moment où on peut célébrer tout ça. Puis je suis émue aussi parce qu'effectivement, comme Malika, puis il y a Catherine qui est là, que je salue aussi, Annick, Carolina, donc des personnes qui font partie d'une organisation qui a eu, je trouve, vraiment une audace là, d'embarquer dans ce projet-là parce que, et puis ça, vous avez su l'entendre puis le dire, puis c'est ça qui était vraiment émouvant aussi pour moi, c'est de voir comment vous avez compris au-delà d'une activité qui peut paraître peut-être une autre activité de médiation culturelle, bien, vous avez saisi ce qui en faisait la spécificité, je crois, puis que je continue de trouver audacieuse à cause du fait qu'elle avait un angle qui est très peu présent en ce moment dans l'espace public, dans le discours public sur la santé mentale. Encore hier, j'étais en auto, puis ça arrive que je dis des mots pas gentils dans mon auto quand j'entends des choses sur la santé mentale sur les ondes, parce qu'il y avait une professionnelle, puis c'est pas contre cette professionnelle-là, mais tu sais, qui disait des trucs puis des outils pour la santé mentale. Puis c'est pas que je trouve tout ça pas bon, c'est juste que je trouve que c'est que de ça dont on entend parler. Donc, une approche souvent très, très outillante, très voici un symptôme, voici ce qu'il faut faire. Puis, si ça marche pas, allez voir les experts. Et je trouve que le cinéma, ben, il essaye de prendre les choses autrement, c'est-à-dire de considérer les gens comme étant aussi quand même des experts de leur monde intérieur, puis de leur parler un autre langage que celui des outils, un langage que moi je trouve humanisant, puis c'est ça l'approche symbolique, puis tout ça. Fait que je m'arrête là, parce que je vais me mettre à pleurer parce que je suis sincèrement émue de ce que vous nous avez livré aujourd'hui, comme quoi, hein, des données probantes, ça peut être émouvant. Donc, voilà, merci. Puis, oui, on va encore en faire des cinémas. Maintenant, je les anime plus, mais c'est ça qui est beau dans ce projet-là, c'est qu'il peut maintenant être exporté. Puis, vous avez contribué à le rendre aussi exportable parce que vous avez comme l'a dit Malika, là, intellectualiser puis opérationnaliser finalement ce qui en fait son succès. Mais je vais avoir la chance d'être invitée au prochain. Fait qu'on va pouvoir un petit peu regoûter au divan autour du film Antigone. Fait que vous êtes tous les bienvenus, naturellement. Fait que merci. Merci encore. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, oui, on serait rendu à une... après ce beau partage-là, à une période de questions. Je vois que Luce Baillargeon a la main levée, donc à vous pour la question. Le 29 janvier, il y a un cinéma. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le lien pour y participer? On pourrait peut-être... je ne sais pas, moi, mais dans nos jeunes, parce que nous, c'est clair que ce n'est pas des adultes, c'est des jeunes, mais on pourrait peut-être le regarder, on pourrait peut-être en faire partie. Comment qu'on pourrait s'y joindre? Ben, peut-être que, Malika, si tu veux, tu pourrais mettre le lien vers le site et les informations. Ah, tiens, ben, Annick l'a déjà fait. Annick, oui, la spécialiste de... C'est bon, ben, c'est dans le chat, fait que le lien pour pouvoir être capable d'aller s'inscrire, je pense, ou accéder. Donc, puis c'est en virtuel. Est-ce qu'Annick peut prendre juste une seconde pour vraiment adresser aux gens comment procéder, comment voir le film et tout ça?
Oui, ce ne sera pas long. Je vais vous envoyer le lien de l'activité dans le chat. En fait, il n'y a pas d'inscription vu que c'est en virtuel. Alors, il n'y a pas d'inscription vu que c'est en virtuel. Vous avez qu'à suivre le lien et le matin du cinéma, il va y avoir un bouton rouge par ici pour aller à la rencontre virtuelle. Ça va être très, très simple. C'est sur la plateforme Zoom sur laquelle on est présentement. Donc, juste à vous présenter là le samedi matin, peut-être 15-20 minutes avant 10 heures. C'est à quelle heure? C'est à 10 heures. Le 29 janvier à 10 heures. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, Annick. Sarah, maintenant? Oui, bonjour. J'avais une question pour Noémie ou Pierre-Olivier concernant les deux indicateurs d'impact qui n'ont pas eu d'effet finalement. Est-ce que vous aviez émis un peu des réflexions, des hypothèses à ce sujet-là ou comment vous expliquez ça? Parce que moi, j'y arrive pas toute seule là, en ce moment. Et je me suis demandé si vous aviez des pistes. Est-ce que tu te Je lances? peux donner une première réponse, Noémie, si tu peux? Oui, bon. Oui. En fait, la première hypothèse que nous, on a eue, c'était peut-être plus au niveau du nombre de participants qu'on a eu la chance de rencontrer. On s'était dit que si on avait eu la chance d'en rencontrer un peu plus, peut-être qu'elle allait avoir plus d'indications comme quoi ces impacts-là étaient supportés. Entre autres, nous, qu'est-ce qu'on cherchait à voir, c'est s'il y avait certains effets qui supportent ces impacts-là qui étaient présents dans les paroles des participants. Puis on avait juste pas assez pour qu'on puisse garder l'élément. Mais il y avait quand même des choses, des fois, qui s'en allaient dans cette direction-là. Et donc, on aurait peut-être pu plus creuser vers la fin, réalisant que cet impact-là, il est peut-être moins présent. Mais est-ce que si on va plus voir avec les participants nos questions, malgré qu'on restait très flexible dans la manière que les participants pouvaient répondre, on était toujours en train de voir, OK, mais écris un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire avec telle chose? Et donc, je crois qu'avec du recul, si on avait fait l'analyse en entièreté là, plus tôt, ça aurait peut-être permis de dire, qu'on va aller chercher plus d'informations sur ça. Parce que j'ai l'impression que, dans une certaine manière, c'est présent. Ça, c'est mon impression à moi. Je ne sais pas si, Noémie, toi, tu avais une impression différente pour ça. Bien, je pense que ça vient surtout aussi du fait qu'on avait, dans les participants qu'on a eus, je ne sais pas le chiffre exact, mais je sais qu'on en avait beaucoup qui n'avaient pas participé à beaucoup de cinéma. Donc ça vient confirmer surtout les effets proximaux, puis moins les effets intermédiaires et impact. Donc ça aussi, d'après moi, ça l'a beaucoup joué. Puis c'est vrai que en faisant peut-être une première analyse plus tôt, on aurait peut-être pu détecter ça, puis changer quelque chose dans nos questions pour aller creuser un peu plus là-dessus. Mais ça reste qu'on ne veut pas non plus mettre les mots dans la bouche des gens. Donc, c'est ça. Mais je suis certaine qu'au fil du temps, puis en parlant à plus de gens, ce serait possiblement quelque chose qu'on pourrait éventuellement confirmer. Merci. Puis peut-être ajouter aussi que le projet d'évaluation est né avant la COVID, juste avant la COVID, en fait. Puis après ça, ça a un petit peu bouleversé et changé aussi l'approche. Il y a eu des adaptations à faire pour l'équipe du cinéma qui n'étaient pas nécessairement simples parce que la formule en présence fonctionnait bien. Fait que là, tout d'un coup, être catapulté à distance, totalement à distance au début. Fait que aussi pour l'évaluation, ça a posé des défis d'ajuster les choses, d'essayer de voir qu'est-ce que ça fait juste à distance, qu'est-ce que ça fait quand c'est hybride. Donc, c'est sûr que l'échantillon n'est pas si grand que ça, mais ça a été au mieux là, sur un nombre quand même relativement bon là, de cinéma. Noémie, tu veux complémenter? Oui, c'est ça. Mais en parlant de ça, ce qu'on voyait aussi beaucoup, là, la deuxième chaîne d'effet qui partait de la quatrième stratégie d'action, c'était elle qui était un peu la moins supportée, mais c'est aussi elle qui demandait peut-être plus aux gens de participer à l'activité en présence parce qu'on parle vraiment de moments de convivialité, c'est toutes des choses qui manquaient un petit peu avec le fait de faire l'activité là, en virtuel. Donc ça, c'est sûr, ça a été particulièrement là, confirmé par les gens qui ont participé à beaucoup de cinéma puis qui étaient là un peu dès le début, qui ont vraiment vécu, là, des fois ça se faisait avec une grande table, c'était vraiment super thématique, il y avait beaucoup de gens, ça partageait de la nourriture. Donc, c'est sûr que c'est vraiment différent là, que d'être toute seule chez soi devant son écran. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a joué aussi là, sur les résultats.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait qui aurait une question, une réflexion en lien avec que ce soit l'évaluation, le cinéma, l'approche aussi? Parce que le cinéma, derrière ça, il y a une approche en lien avec l'art et la santé mentale, le cinéma et la santé mentale. Oui, Gérald. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, mon Dieu, c'est pas mal. Parce que c'est pas évident. D'abord, je voudrais saluer Noémie, c'est ça? Qui m'a signalé la conférence en question. Mais je dois dire, je suis un petit peu bouleversé par toutes sortes de choses. Premièrement, la qualité. Ça m'a impressionné de voir comment tout c'était tellement bien organisé. La recherche, vraiment, je trouvais ça extraordinaire. Et ça me ramène les paroles de Nathalie tantôt, comme quoi les données probantes peuvent être émouvantes. Mais les données probantes, avec l'approche qualitative, il y a quelque chose d'absolument indispensable dont la psychologie générale est en manque sévère. Alors, pour moi, cette démarche-là, où le quantitatif et le qualitatif se marient harmonieusement, je suis désolé pour les dégâts de la COVID, parce que c'est comme, on aurait pu faire tellement quelque chose de fantastique, mais c'est semé. Ça, c'est absolument indispensable. Ce qui me trouble aussi, c'est la dimension, puis j'avais commencé à regarder le texte, la dimension sociale. Moi, je travaille, un psychologue, c'est un travail comme ça, là. On travaille dans le 1 à 1 presque tout le temps. Et là, de penser que regarder un film ensemble et l'effet que ça a socialement sur le groupe, sur l'appartenance, alors, c'est un univers que je découvre puis qui est présenté d'une façon tellement agréable. Je vais terminer avec une petite question qui peut avoir l'air bizarre, mais Noémie va comprendre. Mon intérêt pour moi, c'est passer par les contes, donc moins par le mouvement, le cinéma. Et puis, il y a une petite phrase dans le document où on parle de la distance idéale entre le vécu des participants et l'émotion évoquée par le vécu des personnages. J'aimerais ça entendre un petit peu Noémie ou quelqu'un d'autre sur le mot « idéal ». Parce que la distance, pour moi, c'est celle qui permet justement le rapprochement. C'est assez paradoxal, mais c'est le mot « idéal ». Comment on trouve la distance idéale? Parce que le choix des films doit entrer là-dedans, j'imagine aussi. Alors voilà, c'est tout. Merci. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer là-dedans ou ça pourrait être aussi Nathalie ou Malika? Moi, je serais super intéressé d'entendre Nathalie et Malika parler là-dessus. Je peux rapporter sur l'aspect de littérature, là, sur quoi ce petit extrait-là était basé. En fait, dans nos recherches, on voyait que souvent du matériel, et c'est vraiment juste pas le cinéma, il y avait l'aspect aussi, mettons, littéraire qui pourrait très bien fonctionner. Ouais. Il parlait d'une distance idéale plus avec nos propres émotions et au niveau de comment on est capable de les percevoir. Donc, on n'est pas trop près dans le fait que ça vient nous arriver dans l'immédiat et on ne peut pas y penser clairement. On n'est pas non plus super détaché du fait qu'on ne trouve pas ça important si c'est attaché ou y penser. Donc, le fait de voir le film ou peut-être de lire un livre nous met à la distance donc, idéale, entre guillemets, dans au moins un genre de range de distance qu'on pourrait expliquer qui nous permet de peut-être la regarder d'une manière plus intéressante pour nous, de pouvoir mieux la comprendre sans non plus la trouver effrayante. L'extrait de verbatim que j'avais pris tantôt, qu'est-ce que la personne a vraiment indiqué, c'est ça, c'est comme ça vient un peu chercher à notre insu, au-delà des résistances qu'on pourrait avoir si jamais on y faisait face vraiment volontairement, mais aussi sans cette distance-là.
qui pourrait peut-être empêcher un processus, je ne vais pas dire thérapeutique, mais moins psychique de se passer. Tandis que si on est trop détaché, dans ce cas-là, il n'y en aura pas de processus. Donc, c'est pour ça que ça dit idéal. Je ne sais pas si ça clarifie bien, puis peut-être que Nathalie et Malika peuvent rajouter des choses, ou même Lily. Moi, je vais parler plus comme, c'est plus Nathalie, je sais que Nathalie me passe à l'experte, c'est Nathalie l'experte, mais moi, je vais parler comme quelqu'un c'est de l'autre partie, que fait partie des gens qui, c'est comme une cliente, si je peux dire ça comme ça, entre des gros guillemets, des grandes parenthèses. Moi, la culture, ça m'a toujours fait du bien. Et là, aller vraiment quand dans un état un peu déprime, quand tu regardes un film comme Olivier dit, où tu lis un livre, tu es vraiment, c'est pas une évasion ou quoi que ce soit, c'est juste que tu rentres en empathie avec les personnages, les symboles qui sont dégagés dans le film, dans le livre, dans n'importe expression culturelle, te ramène ailleurs, ta réflexion sur ton état devient un petit peu plus objective, un peu, et tes souffrances devront peut-être, je suis zéro experte, c'est pas ça, c'est ça ce que le cinéma, moi, me fait quand je regarde, j'écoute un film et je vois les symboles qu'il m'envoie, ça me ramène vraiment à moi, mais d'une manière vraiment très, 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 très symbolique. Je pense que pour moi, c'était ça, vraiment l'espace. Je ne suis pas devant quelqu'un qui est en train de me donner des outils pour bien partir dans la vie. Non, je suis juste devant un autre symbole dans le cinéma, une autre souffrance fictive ou réelle selon le documentaire, qu'elle ramène vraiment une autre relation entre moi et le symbole et moi et moi-même. Ça, c'est une juste que moi, c'est ce que ça me fait personnellement. Je ne peux pas parler aux autres participants. Je pense que Nathalie peut enchaîner sur ça, là. Ben, c'est très proche de ce que tu dis, Malika. Puis peut-être pour répondre à M. Lajoie, c'était à partir d'un angle qui ne réinvente pas la roue, là, qui est l'angle plutôt psychodynamique, mais aussi inspiré, je dirais, d'une manière plus large, jungienne aussi. Carl Gustav Jung, puis les archétypalistes parlent d'une psyché qui parle avec des images, comme si le langage psychique, c'est le langage des images. Et donc, le cinéma, le théâtre, mais aussi la littérature, mais je dirais d'une manière peut-être encore plus... Oh, excusez, j'ai un petit berger allemand qui réagit ici. Le cinéma peut peut-être, sans dire peut-être le mot idéal, mais optimal, offre quelque chose d'être humain en mouvement dans des trajectoires existentielles, finalement. Un peu comme les Grecs allaient au théâtre regarder des tragédies grecques, puis ils pouvaient se dire « Oh mon Dieu, c'est pas si le fun que ça, la vie, finalement. » La santé mentale, ça se pourrait que ça soit pas juste être dans un état de complet bien-être tout le temps. Être sain mentalement, ça pourrait contenir une part de tragique. Et là, il y a cette espèce de discours-là, je dirais ce pas de côté-là par rapport au discours plutôt médicalisé, plutôt... économique aussi concernant la santé mentale en ce moment, qui est pris, je pense, dans ce paradigme-là, du moins. C'est-à-dire qu'on est en santé mentale quand on est fonctionnel et quand on n'a pas de diagnostic. On voulait élargir ça. Puis le cinéma, il nous montre plein de gens qui ne se promènent pas avec un diagnostic au-dessus de la tête, mais qui vivent et qui souffrent et qui sont dans leur tragédie, finalement. Encore plus... je dirais de façon encore plus soulignée là, quand on va regarder Antigone ou Incendie, qui sont littéralement des tragédies. Mais c'est qu'on essayait aussi dans le choix de film, justement, de ne pas prendre un film qui allait nous mettre en scène quelqu'un qui a un diagnostic de trouble anxieux ou que ça va être clairement là-dessus. C'était pour dire, être humain, ça se pourrait que ça comporte de souffrir. Puis que ça ne soit pas nécessairement pathologique. Donc, je ne sais pas si je réponds, là, mais un peu à partir de là, je pense qu'il y a eu cette construction-là de l'idée de la distance, d'une forme de capacité d'être suffisamment loin sans être trop loin pour pouvoir observer quelque chose qui fait écho à ce qui se passe en nous, avec tous les mécanismes de projection, d'identification projective qui peuvent sous-tendre ça. Oui. Est-ce que j'ai la parole ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est juste pour dire qu'effectivement, ça répond très bien.
et vous avez parlé de Jung. Moi, je vous aurais parlé de Winnicott. L'espace de jeu, cet espace-là, parce que ça m'a frappé la distance. Et c'est exactement ce dont il est question quand je parle des contes. Il y a des images dans les contes pour enfants. Ça ne bouge pas, mais il y a des expressions du visage ou des choses comme ça. Mais ça rejoint tout à fait quand Pierre-Olivier disait « c'est un range ». Ah, ben oui, c'est pas juste une distance idéale. Il y a un range dans l'idéal qui peut varier d'une personne à l'autre. Et effectivement, c'est très, très juste, encore une fois. Merci, ça éclaire très bien. Oui, donc on a dans le chat une question en lien avec les critères des films. C'est qui les choisit? C'est quoi les critères de sélection des films? Puis aussi une question plus en lien avec le cinéma là, pour l'aspect virtuel versus hybride. Quand ça va sauter, est-ce que c'est prévu en termes de qu'il n'y aura plus de règles sanitaires comme actuelles? Est-ce que c'est prévu de revenir à juste du présentiel ou l'hybride va rester? Donc, voilà, ça c'est plus en lien avec le cinéma en tant que tel et non pas l'évaluation. Moi, je vais répondre une partie de la question, une partie peut-être Nathalie. Pour les parties, tout ce qui est technique et tout ça, dès que le présentiel revient, on revient. Le but principal de cinéma, c'est la rencontre humaine. Et créer quand même un espace. Tout à l'heure, Pierre-Olivier, Noémie ont parlé, parfois il y a de la nourriture, parfois il y a du café. Nous, on amène d'autres ingrédients pour que cet espace-là soit chaleureux et les gens parlent et tout ça. Il doit vraiment, ça en tient, on revient. Mais le virtuel va rester parce qu'on a découvert avec la pandémie, parce qu'il n'y a pas juste des effets secondaires, des effets négatifs de la pandémie, on a découvert le virtuel, on a performé, l'équipe est devenue très, très, très bonne dans le virtuel. On va garder le virtuel pour donner accès aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont à l'extérieur et tout ça, et pour le bien de tout le monde. Pour le choix de film, tout ce que je peux dire là, moi, c'est l'étape que j'adore le plus. Choisir le film avec Nathalie, j'adore ça. Après ça, je laisse développer cette partie de la question à Nathalie plus. Oui, choisir le film, c'est parfois au bout de tiraillements, de tensions qu'on accepte, hein, parce qu'on valorise le débat et la parole ouverte. Mais on a vraiment, à chaque fois, je ne pourrais pas dire qu'on a suivi des critères vraiment objectifs. Peut-être qu'à la lumière de ce que vous avez fait comme travail, on va être tenté hein, de le mettre aussi sur papier plus, de dire qu'est-ce qui fait un film. Bon, à part de dire justement tantôt que ce n'était pas un film qui était directement, qui impliquait une notion psychopathologique frontale, là, je dirais que ça, c'était là, mais on se laissait beaucoup influencer par l'invité, par les droits. Il fallait qu'on ait les droits. Donc, parfois, si on n'avait pas les droits, on a eu des moments crève-cœur de « Oh non, on ne pourra pas présenter ce film-là, on n'a pas les droits », tout ça. On se laissait aussi influencer par ce qui passionnait l'invité. Ça, c'était vraiment important. On avait envie que l'invité, aussi dans le but que ça soit super cohérent avec notre idée de diminuer l'asymétrie entre l'expert et le public. Hein, on faisait souvent au moment du début de l'ouverture du cinéma, il y avait souvent soit moi, soit l'invité qui se couchait sur le divan puis qui faisait une tranche de psychanalyse, un peu en blague, en référence au film, au contenu du film, pour dire, même un expert, ça a une vie psychique pleine de symbolisme aussi, puis on appartient tous quand même à une communauté humaine, là. Puis c'était pour favoriser l'échange, pour sortir de cette affaire-là qui dit, allez-y, racontez-vous, puis nous, on dit rien. Si on fait ça dans nos cabinets, puis c'est bien correct, mais là, on sortait le divan du cabinet. Donc, il fallait que l'invité ait vécu quelque chose avec ce film-là. Soit qu'il ait été lui-même bouleversé ou qu'il ait été habité par ça. Fait que c'était tout sortes de critères très affectifs, en fait, qui, je pense, ont permis que la mayonnaise lève, comme on dit, qu'elle prenne.
Puis juste avant qu'on arrive à la COVID, le dernier qu'on a fait, c'était justement avec Incendie, mais l'autre d'avant, avec Chantal Proulx, qui avait parlé de The Hours, qui avait présenté ce film-là. Moi, j'en parle souvent comme un moment que j'aurais aimé ça, que la recherche soit déjà commencée, parce que justement, tout ce qui n'a pas pu être évalué par le bascule en virtuel avait vraiment été présent là, comme une espèce de moment de communauté dans un silence ensemble, là, presque sacré. Là, je vais dire un mot un peu interdit. Mais c'est ça, il y avait quelque chose de beau dans cette communion qui était présent dans le film. Il y avait toujours une espèce de cohérence où on voulait que ça rentre par tous les sens. Là. Par le film, par le lieu qu'on choisissait. Moi, j'étais bien gossante là-dessus avec le festival qui était comme, ouais, où est-ce qu'on va? J'aimais ça des fois trouver un lieu qui portait aussi un peu de ce qui était évoqué dans le film. Bon, voilà. Donc, on était vraiment dans une démarche créative. Merci beaucoup. Je vois des nouveaux messages. Donc, qui nous disent merci. Un excellent outil pour des militaires qui n'ont pas la parole facile, avec le choc post-traumatique, qui n'est pas une approche ostracisante. D'avoir des nouvelles, des approches de médiation culturelle. C'est vraiment, là, je pense, apprécier qu'il y ait cette approche-là. Aussi, peut-être un petit détail, là, lors des cinémas, ce n'est pas l'ensemble du film qui est présenté, mais c'est des extraits, puis il est demandé aux participants de visionner le film avant l'activité. Mais ça permet, à travers ces extraits-là, d'engager la discussion aussi, parce que regarder l'entièreté du film plus une période de discussion, ça pourrait durer longtemps aussi, comme tel. Et c'est pas, juste pour rajouter, c'est pas, parfois ça peut arriver que c'est pas obligatoire quelqu'un à visionner le film avant. Il y en a qui viennent, quelques-uns qui n'ont pas vu le film, ça leur donne l'occasion d'aller voir pour une première fois le film, ça aussi. Oui, tout à fait. Ma collègue Frédéric vient de vous mettre un petit formulaire d'appréciation en lien avec l'événement, le Midi-conférence. Fait que n'hésitez pas là, à aller remplir, compléter ça. Je vois que tranquillement, pas vite, le monde commence à nous quitter. Donc, je vous souhaite un gros merci, dans le fond, pour débuter à Noémie, à Pierre-Olivier, aussi à Malika et à Nathalie pour avoir su créer cette belle activité qui est le cinéma. Merci aussi à Claude pour tout l'accompagnement qu'elle a fourni à Pierre-Olivier et Noémie. Fait que j'ai été bien heureux de participer moi aussi à la démarche. Puis, n'hésitez pas à aller voir le rapport, n'hésitez pas à le partager. Puis, on va vous envoyer, là, ma collègue Frédéric va vous envoyer quand ça va être prêt, disponible, monté, la présentation là, en virtuel sur notre chaîne YouTube. Fait que, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait une dernière mini-question. Il restait 2 petites minutes. Ou sinon, ça va. Je vous souhaiterais une excellente fin de journée, une excellente après-midi. Puis, au plaisir là, de vous revoir, peut-être en présence ou encore virtuel pour plus l'hiver. Oui, il y a juste une question que là, je le vois. Pensez-vous interroger les jeunes 18 ans et moins? Je veux juste dire que le cinéma a créé un variant, mais dans le sens positif, pas comme la COVID, qui s'appelle Cinéado. Donc, Nathalie a démarré aussi avec nous dans les écoles. C'est le même principe, c'est juste le psy et le film, ils se rendent à l'école. Là, on va démarrer une autre, quelques Cinéado dans les mois à venir aussi. Juste, je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est similaire de cinéma qui va se promener dans les écoles. Ah, super! Vraiment intéressant. Je vois que Luce Baillargeon est bien contente. Merci énormément de votre présence. Ça a été fort agréable. Puis, bon après-midi, bonne fin de semaine.